Mais si vous permettez, amiral Olivier Lajoux. Présent. Bien vu. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître tous les intervenants, aussi bien que Jean-Michel Lebec, donc je vais vous dire ce qu'il m'a dit de dire. Conférencier, consultant en conduite du changement des organisations, non, élu meilleur DRH de France en 2012, quand il était directeur des personnels de la Marine nationale, marin de l'État. Marin de l'État pendant 38 ans, il a navigué 17 ans, commandé 3 navires de combat, participé à de nombreuses opérations extérieures, a été directeur de la com, directeur du Centre d'enseignement supérieur et directeur des richesses humaines, DRH de la Marine nationale, ainsi que conseiller du ministre de l'Outre-mer. Aujourd'hui, conférencier, et tu sais qu'on te tutoie, Olivier. Oui, absolument. Aujourd'hui, conférencier et consultant, j'ai créé 2 sociétés, il a créé 2 sociétés. ERL, Olivier Lajoux, conseiller, et URL, Olivier Lajoux, développement, et il est expert APM depuis 2015. Il intervient sur des thèmes de prédilection. Écoutez, c'est superbe. La conduite du changement, la stratégie, le leadership et les transformations RH. Il est l'auteur de l'art de diriger, de l'art du temps, de l'art de l'équilibre, tout un programme, et participe à des ouvrages collectifs. Zérac, la mer sur le vif et bras de fer à Moura. Oh, oh, oh. Mururoa. Très bien. Il préside le club DECIDRH, très joli acronyme, et la Mutuelle nationale militaire de 2014 à 2007, et le directoire du cabinet de conseil. Il y en a encore beaucoup, hein, Olivier. RH, BPI, groupe, de 2018 à 2019. Ça, pour le moins, c'est une reconversion réussie. De 2013 à 2019, il a été personnalité qualifiée auprès du conseil de gérance de l'AFM, président d'honneur de l'ENRH, de Sciences Po depuis 2017. Mesdames, Messieurs. Amiral. Sophie Camille de Vigne, chef de projet regroupant chez Grassroots Sales en marketing, animatrice bénévole d'atelier implication groupe Paris, professionnelle du recrutement depuis... Présente. Depuis 35 ans dans de nombreux secteurs d'activité, industrie, bâtiment, tertiaire, sûreté, défense, marketing, design, grande distribution, finance, elle est aujourd'hui partenaire d'un constructeur leader automobile et ses différentes spécialisations lui permettent de transmettre une expérience terrain, c'est le mot qui lui est le plus cher, du recrutement. Merci Sophie. Jean-Baptiste Ducaste. Officier de réserve, adhérent de l'association Chasseurs de tête, depuis 12 ans, environnement, TP, industrie, aéro, matériel de construction, service. Il est médiateur également en gestion de conflits intra- et inter-entreprises. Il facilite la recherche de solutions par le dialogue pour éviter d'aller au procès. Embry Bass, l'avant-dernier, associaté Valtus Expert en management de transition depuis mai 2015, avec 180 missions de dirigeants réalisées par an. Valtus, V-A-L-T-U-S, est l'acteur premier et incontournable du marché de management de transition, plus de 15 ans d'expérience et de connaissance des sociétés internationales de services, Afrique, Vietnam, Madagascar, Algérie, etc. Et enfin, Patrick Ray, officier de réserve marine, animateur du groupe Implication Bordeaux, nous l'avons entendu précédemment, retraité actif, il réalise des missions en soutien de la Fondation Travailler Autrement et en accompagnement des nouveaux délégués régionaux d'ITG, première société de portage salarial en France, groupe Freeland, passionné des nouvelles approches du travail, et j'espère que nous allons en parler, et des nouvelles modalités de création d'activités de conseil, expertise, formation et autres prestations intellectuelles. Il intervient lors de salons, rencontres professionnelles, il écrit sur ces thématiques, incluant le temps partagé, le coworking, les couveuses ou coopératives, et particulièrement le portage salarial. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Avez-vous un mot à dire pour votre défense? Est-ce que cette présentation vous convient les uns les autres? Présent. Très bien. Eh bien, bravo. Merci à vous. Présent et volontaire. Présent et volontaire. Nous allons poser le débat et peut-être commencer par définir ce qu'est la reconversion. De quoi parlons-nous quand nous disons reconversion? Est-ce la même chose qu'une transition professionnelle? Est-ce que cette transition professionnelle, telle que nous la reconnaissons, telle que nous la définissons comme la reconversion, ne vaut que pour nous, anciens personnels de la défense? Est-ce que c'est quelque chose qui nous touche personnellement ou qui peut être généralisable? Si j'ai le micro, je peux dire un petit mot rapide.
Il se trouve que j'étais hier dans le pays de Jean-Michel, à Angers, donc c'est tout frais. On parlait de reconversion, des quinquas plus, qui se reconvertissent et découvrent un métier de tuteur externe. Qu'est-ce que c'est qu'un tuteur externe? C'est une espèce de fondu entre consultant, formateur, coach. Tous ces mots-là ne conviennent à personne, mais une ancienne gendarme nous a dit « J'ai enfin trouvé un mot qui me plaît bien, tuteur externe, je comprends ce que ça veut dire ». Alors les tuteurs internes, c'est les gens qui, dans les entreprises, une fois qu'ils sont bientôt retraités, forment les jeunes. Et puis les tuteurs externes sont des gens qui, effectivement, peuvent former des gens dans des métiers différents et ont une approche un peu consulting, c'est-à-dire une approche de diagnostic, une approche pédagogique, etc. Alors c'est compliqué comme métier, on a rencontré des gens, et on s'est séparés entre 4 groupes de recrutement, et on a vu ces gens-là. Il me semble, ça me donne l'idée que, à part cette notion financière dont on a parlé tout à l'heure, c'était excellent, cette notion combien je coûte et combien je rapporte, pour tout le reste, je ne suis pas certain, avec 14 ans d'accompagnement de personnes en reconversion, pas militaire, casquette ITG avant que je prenne ma retraite, et bientôt 10 ans à Bordeaux pour Implication, qu'il n'y a pas vraiment de différence fondamentale. À part ça, je suis bien d'accord sur ce point-là. Mais sur les autres, je ne suis pas sûr qu'il y ait de différence fondamentale. Et là-dessus, j'aimerais bien qu'on en discute les uns les autres. Je pense que c'est la personne, et les deux qu'on a choisis en groupe hier soir, et on s'interviewait mutuellement pour dire vous avez vu qui, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais il y avait une nana, pardon, une femme, excusez-moi, reconvertie, qui avait été assistante de direction de son mari, chef d'entreprise, le mari avait disparu, l'entreprise avait disparu, la voiture avait disparu, tout avait disparu, mais elle avait une patate d'enfer, c'est-à-dire qu'effectivement elle se formait, elle se reformait, puis j'ai appris en regardant son profil LinkedIn qu'elle se forme en ce moment au CRA, à la reprise d'entreprise. Donc elle en veut, et ça se voyait, il y avait une synchronisation, comme disait tout à l'heure Yannick, entre être bien dans ses godasses et être en capacité de convaincre, d'écouter, de voir les gens. Donc elle a acheté, quand on lui a dit, ben voilà, le POEC, donc le financement qu'on va faire avec Opcalia et les autres, elle le mérite, une formation longue qui va lui être donnée, qui va lui permettre de se préparer. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Mais voilà, c'est ça, juste pour lancer le débat. Donc moi je dirais que la reconversion, on peut tous la vivre durant notre expérience professionnelle sans être passé du militaire au civil. Si je prends mon propre exemple, moi le fil conducteur de ma carrière c'est le recrutement. Mais je suis passée régulièrement, par un but personnel de me remettre en question, dans des secteurs d'activité différents. On peut expliquer que là il y a une reconversion. Par exemple, ma dernière mission c'est dans le monde de l'automobile. On m'a décrit ce monde comme un monde très particulier, à part du reste, même si j'ai fait du recrutement dans d'autres domaines. Donc là, il y a un phénomène de reconversion. J'ai également vécu un phénomène de reconversion en étant passé quelquefois de mes propres structures personnelles en tant que chef d'entreprise à une structure chez un patron. Donc là, il y a une reconversion également. Donc je pense que le monde militaire vers le civil, il y a plein de points communs avec des reconversions en fin de compte de tous les jours, mais pas spécifiquement au monde militaire. Moi, je vais parler intervenir en qualité de Pékin, parce que je suis un des seuls Pékins ici, c'est-à-dire que j'ai juste, en dehors d'être fils d'officier parachutiste et ayant fait une année au 4e bataillon de Saint-Cyr, voilà, je ne suis que civil. Donc moi j'ai eu plusieurs vies dans ma vie professionnelle, de l'humanitaire en passant par les services financiers en France, à l'étranger, en Afrique, puis le monde médical à l'étranger encore, etc., jusqu'au management de transition. Donc je ne me suis pas reconverti, mais j'ai dû m'adapter à différents univers. Peut-être que le mot reconversion, c'est l'adaptation de façon permanente. Je pense quand même que, et là on va parler concret, on va parler du monde militaire face au monde civil. Enfin, d'ailleurs c'est pas face, mais c'est deux mondes qui sont quand même des mondes un peu différents. Vous avez un monde qui est un monde explicite, et vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été évoqué, quand vous êtes dans l'armée, vous savez ce qui vous attend, vous connaissez les règles, les codes, etc. Dans le monde civil, c'est implicite, et donc c'est plus compliqué, peut-être pour des militaires, à comprendre. Je pense que on se rend compte que quelqu'un qui est adaptable, c'est quelqu'un qui fait en sorte de rentrer dans l'empathie, comprendre évidemment le monde dans lequel il est et comprendre les codes. Et l'importance peut-être,
si je devais faire le lien encore avec le monde militaire, c'est que très tôt dans l'armée, à Saint-Cyr et ailleurs, vous puissiez commencer et continuer à rencontrer et à côtoyer des civils. Ça vous aidera de toute façon à vous adapter à un monde qui n'est pas forcément le vôtre. Donc je pense que c'est essentiel. Donc s'adapter par plein de moyens, on pourra en reparler, mais je pense quand même que les codes et le réseau sont des deux valeurs forces qui vous permettraient à vous, ou qui vous permettent à vous, de comprendre ce monde civil. Jean-Baptiste, une intervention. Donc si je comprends bien, on va étudier la reconversion sous l'angle suivant: transition, rupture, et puis identité de soi. Ça va être un petit peu les 3 chapitres que nous allons développer, si vous permettez. En partant de ce qu'a fait Sophie, est-ce que chacun d'entre vous, peut-être moins toi maintenant Émeric, vous pouvez nous parler de votre propre reconversion? Y en a-t-il eu une seulement, ou sinon plusieurs? Il y en a eu plusieurs. Mais à la rigueur, bon, aussi très vite, moi j'ai fait un passage, les EOR Couette d'un VSL 2 ans, ensuite les travaux publics, ensuite la finance, ensuite l'Asie, les pays de l'Est. Ensuite, j'ai monté une première boîte, après je suis parti travailler chez Suez Environnement. J'ai remonté une deuxième boîte il y a 20 ans, et dans le cadre de cette boîte, j'ai fait du système d'information, du marketing et des RH depuis 17 ans. Et j'ai rajouté une couche médiation. Donc à chaque fois c'est rebondir, être ouvert, être curieux, ne pas avoir peur et y aller. Enfin ça, ok, c'est très bien, mais c'est mon problème à la rigueur. Aujourd'hui, pour revenir quand même sur la reconversion, moi je fais du recrutement, donc c'est plutôt sur les populations cadres. Pour brosser un petit peu quand même, savoir où on va, est-ce que vous savez combien il y a de cadres en France aujourd'hui? Vous avez une idée? 4,5 millions. Est-ce que vous avez une idée du nombre de cadres qui sont au chômage aujourd'hui en France? Officiel. 4%. Soit à peu près 200 000. Est-ce que vous savez combien on crée d'emplois de cadres aujourd'hui, alors que tout le monde vous dit c'est super? Si vous regardez les chiffres, on vous dit on a créé 73 000 postes de cadres. Très bien. Et si on regarde plus précisément, on voit que sur les 73 000, il y en a 60 000 qui sont des promotions internes. Reste 13 000. Sur les 200 000 qui sont au chômage, c'est quand même pas facile. Et si on creuse toujours, on se rend compte que seulement 15% des embauches concernent des cadres qui ont plus de 15 ans d'ancienneté. Pas casser le moral, mais pas facile. Alors, la difficulté quand je croise quelqu'un arrivant de l'institution, ça m'amuse parce qu'on rentre dans l'armée, on sort de l'institution, quelqu'un qui sort de l'armée pour moi, qui a eu une carrière militaire, effectivement, 9 fois sur 10, j'ai un problème avec mon client qui me dit il est rigide, il n'a pas les codes, il ne sait pas faire, et surtout, est-ce qu'il a la vraie motivation? La vraie motivation pour le client, c'est est-ce qu'il va nous rapporter de l'argent plus que ce qu'il va coûter? Ça a été dit plusieurs fois, mais c'est vraiment très important. C'est fini, on n'est pas chargé avec les gants blancs, au sabre, etc. Non, on va dans la boîte pour rapporter du cash. Et en réfléchissant un petit peu à la journée, si tout le monde connaît la pyramide de Maslow, il y a une grosse différence. Dans l'armée, les problèmes, les motivations de base sont satisfaites. C'est-à-dire que vous êtes logé, nourri, vous êtes protégé, et vous avez la sensation d'appartenance. Donc c'est plus... Vos problèmes ne sont pas là. Vos problèmes, ils sont dans la réalisation et dans l'implication. Quand vous arrivez dans le civil, non. Les gars qui sont autour de vous, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien. Ils savent que si jamais ils sont virés, ils ont 2 ans de chômage, voire 3 s'ils ont 50 ans, et encore c'est en train de changer. Mais donc, ils vivent dans la crainte. Ils vivent dans la crainte, ils vivent dans « il faut que je mérite le droit de continuer à exister ». Et ça, c'est vraiment un gap important dans les mentalités. Merci Jean-Baptiste. Juste un mot pour Olivier. Olivier, quand on écoute ton CV, on est particulièrement ébloui. Est-ce à dire qu'à chaque fois, tu as rapporté de plus en plus de cash là où tu passais? Ou il y a un secret, un autre secret pour réussir une reconversion telle que la tienne? Je ne sais pas s'il y a un secret.
En tout cas, oui, c'est sûr que l'EBITDA, c'est un repère important dans l'entreprise. Non, moi je suis tenté de dire, si je reviens, c'est quoi la reconversion? D'abord, c'est être capable de faire le deuil de ce qu'on a été. Mais on fait le deuil, mais qui est mort? Et ben voilà, et donc on peut faire le deuil sans mourir, Voilà. c'est simplement admettre que... C'est une mutation peut-être. C'est peut-être une mue, c'est moins une mort en soi qu'il n'y a rien. Vous n'êtes pas converti non plus, donc vous n'avez pas à vous reconvertir. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, c'est peut-être ce mot qui nous fait mal. Convertir, ça vient du latin convertire, qui veut dire se tourner vers. Et on rajoute re, ça veut dire une nouvelle foi, se tourner vers une nouvelle foi. Donc moi, l'histoire de faire son deuil, ça me bouleverse un peu, parce que je ne sais pas qui est mort, moi je ne suis pas mort, je continue à vivre. Eh ben moi je pense quand même que ça fait des morts. Alors tu as repris le micro, c'est bien, mais pour ma part, les camarades que j'ai vus, pour certains, il a fallu beaucoup de temps. Notamment ceux qui partent tard. Plus tu pars tôt, plus tu reconstruis quelque chose, plus c'est facile. Mais quand tu as été, tu sais, tu t'asseyais à l'arrière d'une voiture, elle démarrait, c'est pas toi qui conduisais. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Et en plus, tu as eu autour de toi tout un espèce de décorum qui t'a laissé croire que voilà, tu étais... et d'un seul coup, on te laisse entendre que c'est plus ça du tout. Et puis tu découvres avec stupeur que les grades, les appellations, les codes, ils sont totalement inconnus de l'autre monde. Ils ne sont pas si impressionnants que ça, voire même, ils sont raillés ou ils inquiètent. Le nombre de patrons d'entreprise que je connais qui m'a dit « mais nous, on a peur de recruter un général ou un amiral ou un colonel. Pour nous, ce sont des gens, ils sont arrivés tout là-haut, ils ne peuvent pas nous comprendre, on ne sait pas comment les employer. » Et donc, il faut d'abord dire, je tourne une page. Alors, si tu n'aimes pas le mot deuil, on peut dire je jette le livre au feu, on peut dire je change de bouquin, je saute à l'eau, enfin, on s'en fout. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut avoir l'audace de dire je ne peux plus afficher ce que j'ai été avant. Avant, c'est fini. Avant, c'était avant. Tu sais, c'est la pub de Chris, là, avec les lunettes et le bonhomme avec son petit tutu, là. Hein, avant, c'était avant. Ça ne veut pas dire que tu l'oublies, que tu n'es plus rien de tout ça, mais ça n'intéresse pas les gens vers qui tu vas aller dans le secteur privé. Et si tu pètes ton passé, ça ne va pas leur plaire. Et donc tu dois redevenir, moi quand je suis parti, j'ai dit, je redeviens le petit Olivier. Et c'est exactement comme ça que je me suis fait le défi. On aime bien les défis, nous, globalement. Donc, le petit Olivier, soit je continuais sur l'air de ce que la marine m'a donné, moi je suis rentré comme matelot, j'en suis sorti comme amiral, merci la marine. J'ai pas arrêté de me reconvertir dans la marine, on m'a fait faire des finances, des RH, de la com, de l'opérationnel, enfin voilà. Hein. Donc la reconversion en interne, c'est donné. On appelle ça la mobilité interne, on la trouve aussi dans l'entreprise. Une fois qu'on est sorti de cette entreprise, comment on redevient soi? Parce que finalement, qu'est-ce qui intéresse la personne qui va te recruter potentiellement? C'est toi, ta personnalité, ta capacité à prendre des risques, à t'exposer, à expliquer, à parler, à apporter quelque chose de singulier. C'est ta singularité qui va faire la différence. Moi aujourd'hui j'ai créé 2 boîtes et je me suis demandé est-ce que je les développe. Alors j'ai commencé à réfléchir à recruter des gens, à créer de l'emploi. J'aurais été très fier de pouvoir le faire. Mes clients m'ont dit mais Olivier, non, on achète de l'Olivier Lajousse. Parce que Olivier Lajousse c'est une marque qui est capable de nous expliquer des choses, qui a un passé, et donc vends-nous ça, mais ne nous vend pas autre chose. Les 2 boîtes marchent très bien, j'arrive à les faire tourner, et pour ne jamais oublier que je reste le petit Olivier, je fais moi-même ma compta, mes réservations, etc., pour garder les pieds sur terre, comme j'ai toujours voulu le faire quand j'étais marin. Donc je reviens, la reconversion, c'est être capable de quasiment changer de peau, repasser autre chose et ne pas regretter sans cesse ce qu'on a été ou y revenir comme un référentiel. Ça ne peut pas être un référentiel dans le monde privé. Parfait. Sophie, toi, tu es de l'autre côté qui nous voit arriver. Ouais. Quel est ton positionnement? Alors, moi, j'ai une position, en fin de compte, centrale, puisque d'un côté, j'ai les entreprises qui recherchent des collaborateurs. Une entreprise qui recherche un collaborateur est souvent très frileuse, ne pas se tromper. D'un autre côté, j'ai des candidats, des profils, des profils qui sont en poste ou qui sont en recherche d'emploi, ou comme vous, des profils en reconversion militaire, puisque j'en ai recruté plusieurs pour mes clients. Je pense, moi j'ai envie de vous dire, il faut dédramatiser. Parce
Parce que là, ce qui vous arrive, c'est... Alors, je suis une naturelle optimiste, j'ai envie de dire une chance. Vous avez un passé, mais contrairement peut-être à ce que dit monsieur, moi je dirais, utilisez votre passé, c'est votre force. Vous allez arriver dans une entreprise, vous avez des atouts. Alors moi, justement, au sein d'Implication, avec des mots terrain et tout en spontanéité, j'essaye de vous aider pour décoder justement ce qui va se passer quand vous allez être en entretien. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vécu. Ma place, moi, c'est de matcher entre une entreprise qui a un besoin et vous avez également un besoin de trouver un emploi et un emploi dans lequel vous allez être bien. Donc le dénominateur commun, c'est que l'employeur va avoir envie de vous embaucher, mais vous également, vous allez avoir vraiment envie, un enthousiasme à rejoindre cette entreprise. Et que vous soyez du monde militaire ou d'ailleurs, moi j'ai reconverti des comptables même dans un monde créatif parce qu'une personne avait une sensibilité certaine, n'osait pas l'exploiter, mais bon, à moi aussi de mettre en adéquation justement des demandes et des demandeurs, dédramatiser au maximum, parce que vous avez vraiment un potentiel de folie. Moi également, mon rôle, c'est auprès des entreprises, susciter les entreprises, à dire, mais pourquoi là, justement, là, je suis dans le monde de l'automobile. J'ai commencé à échanger avec certains directeurs haut placés, justement, du groupe, pour leur dire que j'avais un contact avec des militaires. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas l'idée d'embaucher, et là ils m'ont regardé parce que des fois ils font justement des parallèles avec des militaires, mais pour faire des petites histoires rigolotes. Je dis, ce sont des gens parfaits pour prendre ce type de poste. Et là ils me regardent un peu interloqués parce qu'ils n'imaginent pas, ils n'ont même pas eu l'idée d'aller vous chercher ou vous écouter. Donc vraiment dédramatiser parce que alors vous êtes attendu, c'est peut-être un peu le tapis rouge de dire ça, mais il y a une réelle attente de l'employeur et je pense que bien souvent, vous pouvez être vraiment la bonne personne qu'ils attendent. Donc vraiment dédramatiser au maximum. Parce qu'on vous a parlé du marché des cadres dirigeants qui est un marché compliqué, mais il y a un marché dont on n'a pas parlé, c'est le marché du management de transition, qui est une réponse claire, qui donne de la flexibilité à des sociétés avec des cadres des managers opérationnels dimensionnés. Donc le management de transition est aussi une solution à la fois pour les entreprises et pour vous, clairement. Là où je veux en venir, c'est que j'ai eu à travailler avec des militaires et j'ai positionné des militaires en mission, alors naturellement vers des missions parfois qui sont la continuité de ce que vous avez fait pour certains, c'est des missions de sûreté, voire de sécurité. Donc bon, voilà, là on est un peu dans le champ du connu. Et pourtant, j'ai eu à travailler avec des militaires aussi, qui là encore se sont un peu décaquisés, parce que c'est ça la notion de code, hein, c'est perdre son habit kaki. Et se décaquiser, c'est il faut passer par une compréhension des codes, une compréhension de l'entreprise. À partir du moment où vous êtes décaquisé, beaucoup d'entreprises, en management de transition, mais en CDI, vous aiment. Et vous aiment parce que vous défendez des vraies valeurs, parce que vous avez parce que vous avez des forces qu'ont perdu parfois un certain nombre de civils, hein, la notion de mission, la notion de succès, la notion d'engagement, etc. Ça, c'est connu et reconnu. Parfois, il y a une notion aussi de naïveté, il ne faut pas être naïf dans le monde civil, et parfois, les mondes militaires, on l'est un peu. Donc voilà, la décaquisation fait partie aussi de cela. Mais il y a des univers, par exemple, je discutais la semaine dernière avec une DRH qui est DRH d'un grand groupe du monde médical, de clinique, etc. Elle me dit, mais moi j'adore avoir des patrons de clinique qui sont des ex-militaires. Parce que quand ils ont compris les codes, ils savent gérer des médecins, difficilement gérables, ils ont une notion de service réelle, et donc on les aime aussi pour ça. Donc voilà, le futur n'est pas noir, au contraire, il faut peut-être passer par de la formation, il faut peut-être passer par voilà, et travailler, mais ça c'est un message facile, en amont, donc au tout début, et je répète ce que je disais, rencontrer des civils, côtoyer des civils très tôt quand on est militaire, et travailler son réseau. C'est encore un truc facile à dire, mais voilà, il faut continuer, créer son réseau,
dès 25 ans, 30 ans, c'est ce que j'ai dit à mon fils, moi qui a 21 ans, qui étudie en Angleterre, je lui dis, ta force, ça ne sera pas le nom de ton université, ça sera le réseau que tu vas commencer à construire dès 21 ans. Donc voilà, monde civil et monde militaire. Émeric, Patrick, je rebondis sur le réseau, bien sûr. J'ai un ami commun avec Jean-Michel qui est parti, qui était à Nantes et qui disait dans ses conférences, j'adorais ça, on ne fait pas du réseau quand on en a besoin, 2 points trop tard. Et effectivement, ça veut dire que clairement, le réseau, on le fait quand on est en position d'emploi, de travail, de mission, de n'importe quoi. D'où le succès des chasseurs de tête qui effectivement prélèvent les personnes pendant qu'elles sont en train de travailler. On pourrait être riche si vous voulez, c'est un petit peu cette idée-là. Alors, il y a une aversion naturelle, plus forte encore que chez les civils. Hier, j'ai rencontré des personnes, dont 2 sur 4, pourtant plus jeunes que moi, un de 58 et l'autre 60 ans, n'étaient pas sur LinkedIn. Voilà. Un ancien DAF qui s'étonnait, quoi. Voilà. Et donc, il avait fait à un moment donné une mission, sauf que la mission, c'était un vrai CDD, c'était un vrai contrat de travail. Donc, c'était quelque chose de particulier. Donc, les militaires, souvent, j'avais constaté, maintenant, on commence à les aider, nous, chez Implique Action, en particulier à Bordeaux, où je suis, à commencer à travailler là-dessus, parce que si je suis visible, c'est pas bon. Alors, bien sûr, sur Facebook, on me fait des conneries, donc on évite peut-être cette autre chose. J'ai un général qui est un ami qui a écrit, posté un truc très bien sur Facebook en disant « Cher Facebook, je ne t'ai pas donné l'autorisation d'eux, etc. » Et on fait circuler le truc, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais par contre, LinkedIn, c'est tout à fait indispensable. Et donc, si on ne l'est pas là-dessus, et évidemment, après, on peut évoluer, on peut bouger, on peut changer son profil au fur et à mesure, et on va raconter des choses que l'on a fait, et non pas ce que l'on est. Alors, sur la sémantique, c'est important, parce que je suis traducteur des métiers, donc je reviendrai quand même sur ces aspects-là qui me paraissent très importants. La sémantique, c'est important. Tout à l'heure, je ne sais plus quel est son prénom, Pietri, c'était Jean-Pierre, je ne sais plus. Là. Grégory. Comment Grégory, pardon. C'est bien aussi. Qui a fait un truc formidable, ça me rappelle un conseil que j'avais donné dans une réunion d'implication à l'école militaire, je il y a 3 ans ou 4 ans. J'avais cité Simon Sinek, commencé avec le pourquoi, start with why. Et il nous a dit plusieurs fois le pourquoi. C'était un des meilleurs pitchers de tout à l'heure, effectivement, pour nous dire pourquoi je vous parle, pourquoi je suis là, pourquoi. Et donc on retrouve les notions de projet dont on parle chez Implication, pourquoi je veux faire ça. Je suis bien dans les menaces, et pourquoi celui qui est en face de moi, et moi je voudrais une patte de doigt sur pourquoi en face de moi, ça peut être un employeur, mais pas que, il y a des nouvelles formes d'emploi, je prends ma casquette de travailler autrement, ça peut être un client. Et un client a à peu près les mêmes réflexes, c'est-à-dire combien tu me coûteras et combien tu me rapporteras en ayant réalisé ce travail pour moi. Et ça se vend pratiquement de la même manière, ça se vend sans se vendre, parce qu'effectivement, et Olivier l'a dit, c'est lui qu'on achète, point barre, c'est sa marque. Voilà. Donc, un client, il a besoin de résoudre une situation et un problème qui se pose. Un recruteur, je ne parle pas d'un cabinet de recrutement ou autre, hein, je parle du type final qui a le besoin, le client de Baltus, le client du consultant, le client de n'importe quoi, il a un problème, il se pose une question et il a besoin d'eux. Et bien, en recrutement, c'est pareil. Un recruteur opérationnel, enfin, acheteur d'une compétence, c'est un client. Si on prend pour un client, on change les choses. Désolé, je n'ai peut-être pas répondu à la question. Si, on prend. Moi, j'ai compris que... Oui, moi, je m'arrête sur... entre ce que j'ai fait et ce que je peux faire. J'aime bien, en fait, dissocier le savoir-faire du savoir-être. C'est-à-dire que les savoir-faire, on les a dans le civil. Ce qui fait votre force, ce qui fait votre différence, c'est le savoir-être. Quand je recrute quelqu'un, j'ai ma petite grille à moi, qui s'appelle HEI. Alors, c'est pas l'école des hautes études industrielles, je sais plus le nom. C'est simplement... honnêteté, énergie, intelligence. Mon client veut quelqu'un d'honnête, d'énergique, d'intelligent, parce qu'il n'a pas le temps de tout faire, parce qu'il veut confier une mission à quelqu'un qui va lui faire pour un prix X et qui va lui apporter de la marge, en gros. Alors, l'honnêteté, vous avez un crédit pour vous, c'est que vous avez choisi une vocation qui peut laisser préjuger d'un certain sens moral. Donc on va élargir l'honnêteté. L'énergie, il y a peu de métiers où on est noté sur son parcours du combattant, sur le tir, sur le nombre de sauts, etc., sur le nombre de nuits passées sous la tente, des conditions moyennes et autres. Donc cette énergie, c'est une énergie physique, mais c'est aussi une énergie intellectuelle, c'est une énergie
c'est-à-dire psychologique ou sentimental ou ce qu'on veut, j'en sais rien, mais laisser sa famille pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, enfin tout ça, ça demande de l'énergie, c'est difficile. Donc vous avez aussi cette énergie. Et enfin, l'intelligence, alors tout dépend si on cherche un expert ou un manager, et de quelle forme d'intelligence parle-t-on. Moi, l'intelligence qui m'intéresse dans votre cas, c'est l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire savoir vivre en groupe, savoir partager des moments, savoir y aller ensemble, savoir s'engager, savoir être fidèle. Tous ces points-là qui manquent souvent dans le civil. On a un grand problème dans le civil aujourd'hui, c'est le désengagement. Notamment, on vous dit aujourd'hui, moi je parle à certains DRH qui me disent, quand je leur dis, vos équipes sont désengagées à 40%, ils me disent, ah ben si seulement c'était 40%. On aimerait que ça soit 40%. Si on veut créer du progrès, il faut que les équipes soient engagées à 120%. Donc là, on stagne, on fait semblant. Donc, réellement, je pense que ce qui fait la différence quand vous rentrez pour un entretien, ça se transpire, ça se voit. G-H-E-I. J'ai ce gars qui a l'énergie, le montre, est capable de comprendre. Si je lui pose une question, il ne va pas me répondre par une question, il y a une seule fois, il va m'aider à trouver la solution. Et en plus, il est honnête. Donc, il ne va pas me rouler. Et ça, c'est réellement votre force. Donc, travaillez là-dessus. Les savoir-faire, oui. Les savoir-faire, j'ai aussi, alors, peut-être, je ne veux pas être trop long, mais Oui. Travailler sur les savoir-faire avec une... C'est exactement ça. Bon, on y reviendra. Donne le micro à Sophie. Oui, moi je veux bien le savoir-être, sans problème. Et je suis à fond là-dessus. Quand je réfère et rédiger une définition de fonction, si vous saviez, regardez sur le Florian Mention Institut, c'est une part importante. Mais peut-être que la question, et Sophie pourra y répondre peut-être aussi, moi c'est la réelle employabilité des militaires. C'est réel ou c'est un mythe? Et surtout quand on sait que nos savoir-faire, pour beaucoup, ne sont pas transférables. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais vendre simplement mon petit être intérieur à l'employeur? Ça va suffire? Il y a des missions à remplir, il faut que ça rapporte du fric. Quid? Silence total. Alors, moi je vais rebondir. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pas parce que vous êtes ancien militaire que vous allez arriver dans une entreprise et que vous êtes le sauveur. Loin de là. Vous êtes avant tout des personnalités. Aussi bien du monde civil que du monde... Enfin, personnalité, c'est civil, c'est juste un être humain avec sa personnalité, et vous en faites heureusement partie, j'espère. Donc, vous arrivez avec votre personnalité, votre parcours militaire qui est lié... moi, j'ai pu l'observer à différents... Dans le monde militaire, il y a plein de métiers, enfin, suivant... alors, j'ai pas les termes exacts, parce que je n'ai pas votre cursus et votre vocabulaire, mais il y a plein de métiers dans le monde militaire. Et votre personnalité, elle va faire la différence. Moi, j'ai rencontré, donc, en recrutement, pour postuler à certains emplois des militaires, il y en avait des très bons, et désolé, il y en avait qui étaient plutôt mauvais. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on est le sauveur de l'entreprise et qu'on va... Et là, c'est pas une question de... C'est vraiment la personnalité. Mais alors, quand je dis bon et mauvais, je généralise pas, mais c'est toujours par rapport à un poste en adéquation. Un ancien militaire va très bien s'intégrer dans l'entreprise de Monsieur Dupont pour travailler avec Monsieur Durand, et le même militaire ne sera pas du tout en phase dans l'entreprise X ou Y. C'est vraiment une question de personnalité avant tout. Donc là-dessus, je veux rebondir là-dessus justement et encore revenir au mot que j'ai utilisé tout à l'heure, dédramatiser. Vous êtes tous des personnalités différentes et vous avez tous une place dans le monde civil au niveau de l'entreprise. Entièrement d'accord. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, je l'ai dit, peut-être de façon volontairement un peu violente, c'est que ce n'est pas notre qualité de militaire qui va nous permettre d'être admis ou pas admis quelque part. Non pas qu'il faut en avoir honte, non pas qu'il faut... mais on ne peut pas rentrer chez l'autre en disant « je suis un militaire, donc je suis ça ». Dès le départ, la relation est faussée. Et donc pour aller dans la bonne relation, il faut arriver en disant « voilà, j'ai eu la chance de vivre ça, ça et ça, j'ai accumulé telle et telle expérience, en quoi puis-je vous être utile? Que puis-je apporter à votre organisation? Qu'attendez-vous? Que peut-on faire ensemble ?» C'est une rencontre. Au-delà
de ces deux personnes qui se rencontrent. Et les différents cas de reconversion que je connais sont merveilleux. Il n'y a pas un parcours qui ressemble à un autre. Et cette diversité, elle est la vie finalement. On a des camarades qui se relancent dans de l'artisanat et qui font je vais dire du macramé en Afrique, et ça marche très fort. Et puis d'autres qui se retrouvent DG d'une boîte qui emploie 1000 personnes dans les transports, et puis d'autres qui sont indépendants, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et puis il y a toutes les sortes. L'autre jour, je suis allé à Lorient, et les chauffeurs de taxi qui m'ont amené là où j'allais, c'était tous des anciens commandos marines, premier maître ou maître principal. Et ils ont monté un réseau de taxis l'orienté, et ils gèrent le truc vachement bien, et ils gagnent vachement bien leur vie, et ils sont contents. À un autre endroit, j'ai vu un réseau de boulangeries monté par d'anciens commis aux vivres ou genre de l'intendance au central. Il y avait des terriens et des marins, et c'était dans la région de Lyon. Donc moi, ce que je crois qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un modèle type de reconversion. La reconversion, c'est quelque chose d'extrêmement personnalisé. C'est une rencontre entre des personnes qui vont se comprendre. Comment s'y préparer? Il y a eu plein de belles choses de dites. C'est plutôt, on est confronté d'une certaine façon à l'autre monde, à un monde où les repères ne sont pas les mêmes. Plutôt on sort de la zone de confort. Le danger de l'armée, au sens large, c'est qu'elle est une zone de confort. Et donc elle fait de nous potentiellement des gens finalement pas si combatifs que ça, pardon d'être un peu provocant, mais je vous garantis qu'un cadre commercial dans une entreprise, c'est un warrior, quoi. C'est un warrior. Et en plus, c'est un warrior pas gentil. Il n'a pas de copains. Alors que nous, on est des warriors gentils, avec des copains, des règles. Tout est bien bordé, et tant mieux d'ailleurs. Imaginez l'usage de la violence confiée à des warriors sans éthique. Nos armées seraient détestées. Et chaque fois qu'elles ont franchi le seuil d'ailleurs dans la matière, à juste titre, elles ont été condamnées. Et donc, ça, c'est une vraie différence. Le combat pour le fric, c'est pas tout à fait le combat pour la paix. Et nos repères de militaires sont en ce sens assez différents, ça a été dit très clairement. À partir de là, il faut pouvoir faire ce chemin vers l'autre, se déniaiser, pardon du mot un peu brutal, mais ça me paraît important de le prendre, se déniaiser très tôt sur je ne vais pas dans un monde de bisounours et je ne suis pas attendu parce que je suis adjudant ou colonel. Je suis attendu parce que j'apporte quelque chose de différent et que malgré tout, le parcours que j'ai fait dans les armées interpelle un peu. Là où on est surpris, c'est la totale méconnaissance du monde militaire par le monde civil. Et Dieu sait qu'on a fait des efforts, on est certains dans cette salle en tant que communicants pour essayer de sortir de la grande muette, expliquer comment on fonctionnait, recevoir des gens, mais ça ne suffit pas. Les gens vivent dans des silos, vivent dans leur petit monde, et donc passer d'un monde à l'autre, ça suppose beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination, et cette capacité, nous on aime bien les marins manœuvrer avec le vent, les courants, etc. C'est où est le bon courant, où est la bonne veine d'air qui va me permettre de trouver la relation et d'établir une relation. Êtes-vous d'accord avec cette idée que sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément se précipiter sur des activités qui semblent expressément réservées aux militaires? Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on voit trop de gens se penser, j'ai été militaire égale sécurité, j'ai été militaire égale logistique. On entend ici des solutions alternatives. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, le fait d'arriver à un certain âge, peut-être déjà là, quand on est quinca, se positionner comme salarié devient difficile et il ne faut pas hésiter dès lors, soit de monter des entreprises, soit alors de se positionner en tant que consultant. Est-ce que je dis des bêtises? Pour moi, bien sûr. Voilà. Evalcus, on connaît bien, on a un accord Evalcus, c'est marrant. Bon, oui, il y a des... Et de toute façon, les passerelles, maintenant, les allers-retours se font dans tous les sens. À quel âge que ce soit, les jeunes le savent plus et mieux, parce qu'ils ne sont pas fidèles, ils n'ont pas envie de rester longtemps, etc. Même à l'armée, ils n'ont pas envie du contrat court maintenant. Mais les autres, voilà, alors, contraint et forcé, c'est embêtant. Dans les publics qu'on a vus hier avec mes collègues à Nantes, à Angers, il y avait 24 personnes. Bon, il y en a, je crois, 16 qui ont accepté d'être interviewés, les autres se sont barrés en disant non, c'est pas fait pour moi, etc. Donc c'est un autre monde, un autre trip que j'ai pas envie de suivre, ce qui est parfaitement logique. Sauf que c'est la troisième fois qu'ils font ce parcours de formation, et c'est la troisième fois que
25% des gens qui sont sortis du parcours de formation, ils sont 12 à chaque fois, ont trouvé un emploi en cherchant des clients. C'est ça qui est amusant. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut effectivement avoir à peu près la même stratégie. Si on comprend ce que c'est que l'autre veut, ce dont il a besoin, sa problématique, etc. Si on l'écoute, ce que disait Olivier à l'instant, voilà, c'est quoi ton problème, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il est ton truc, qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu veux faire, bah, après on peut trouver des solutions. Et donc il faut effectivement avoir cette compétence comportementale dont on parlait tout à l'heure, sous une forme ou sous une autre, c'est une compétence relationnelle, interpersonnelle qui est fondamentale, mais surtout c'est une compétence quelque part quand même commerciale. Je trouve que c'est toujours un peu un acte commercial. Et donc il ne faut pas trop compter sur les autres pour se vendre. Ça, j'en vois un certain nombre qui effectivement se disent oui mais à ce moment-là, je pourrais trouver un petit réseau de boîtes de formation qui vont me trouver des formations à faire, de boîtes de je sais pas quoi, où je vais me maquiller avec les cabinets de recrutement, avec les boîtes d'intérim, etc. Ok, mais ça n'est que de l'intermédiation, si vous voulez. Il faut le faire soi-même, il faut se présenter, il faut vendre sa marque, il faut se montrer, donc le plus tôt est mieux. Moi j'ai envie de dire ce qui fera la différence dans votre bonne reconversion, quelle qu'elle soit, c'est votre envie, mais votre envie profonde, même si elle est complètement peut-être en dehors de la plaque pour certains de vos amis ou proches qui vous écouteront. Vous êtes ancien militaire, je sais pas, vous avez peut-être envie d'être danseur étoile. Je sais pas, enfin, voilà, non mais pourquoi pas. Et partant de votre envie, bah, vous allez abattre des montagnes, quoi. Enfin, vous allez y aller à fond. Mais déjà, il faut que vous ayez envie. De l'envie, va se dégager de l'enthousiasme. Et ça, la personne, votre futur employeur ou votre recruteur va le sentir. Et ça, on adore ça, parce que l'enthousiasme, bah, c'est pas si fréquent hein, au niveau des candidats. Et c'est vraiment votre envie, quelle qu'elle soit, qui va être un moteur. Alors, je prends l'exemple danseur étoile, mais vous allez peut-être être régisseur de l'opéra, ou je sais pas quoi. Enfin, mais ça va vous amener dans un monde civil où, franchement, vous allez prendre du plaisir. Et c'est vraiment fondamental dans vos recherches. Et c'est en cela que la reconversion n'est pas, j'allais dire, un drame, mais bien une opportunité heureuse qu'il faut savoir saisir. Vas-y. Apprendre le marketing de soi. Vous êtes trop bien élevé. Peut-être que si on aime l'amiral Lajousse, et je ne vous connais pas, mais je vous connais bien quelqu'un qui vous connaît, je pense que l'amiral sort du cadre. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises recherchent aussi des gens qui aiment sortir du cadre. Je vais vous dire une chose tiens, qui m'amusait. En dehors de vous, madame, quel est notre point commun à nous quatre? L'absence de cravate. Exactement. Voilà. On n'a pas de cravate. Eh ben on y va tous. Mais, oui, certains disent, et moi je suis le premier, et j'ai institué ça chez Valtus, tie is dead. La cravate, terminée. Non, mais c'est notre anniversaire. Voilà, je ne veux même pas dire ça depuis les années 80. C'est notre anniversaire quand même. Non, mais, voilà, donc, donc il faut savoir sortir. Non, mais si tout le monde est sans cravate, ça n'a aucun sens. Ça devient un cadre. voilà. Dans ce cas-là, mettez de couleurs différentes si vous voulez vraiment. Voilà, non, mais c'est un singulier. C'est exactement, c'est être singulier ou alors s'adapter au monde qui change. Maintenant, oui, sortir du cadre. Et vous avez, je pense, beaucoup de potentiel. Et déjà apprendre à vous présenter, apprendre à parler de vous, oser dire que vous avez fait de belles choses. Parce qu'à chaque fois que je rencontre des ex-militaires ou des militaires et que je les accompagne devant les clients, parce que chez Valtus, dans le management de transition, on accompagne devant le client, après on accompagne en mission. Il y a beaucoup de travail en amont qui est fait pour essayer de vous sortir de vous-même et pour que vous puissiez oser dire que vous êtes des gens bien, oser dire que vous êtes un peu fou. Voilà. Je pense que ça part aussi de là. Non, mais est-ce qu'un peu fou, c'est pas aussi de porter la barbe aujourd'hui? C'est la tendance. C'est la cravate des jeunes. C'est vrai que la discipline nous a conduit à être un petit peu rigide et que la reconversion doit être aussi une opportunité de nouveau à lâcher prise. Est-ce que vous êtes d'accord? On sent trop le militaire. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on entendait tout à l'heure que c'est ce militaire que les entrepreneurs peuvent rechercher en nous. Cela dit, on est bien d'accord, nous n'en avons pas l'apanage ni de la probité, ni de l'honnêteté, ni du courage, ni de, je sais plus ce que tu disais, au niveau de l'excellence. Sophie, une intervention? On dit
sur la cravate encore une fois. On va finir par en porter une. Non, mais, moi, j'ai souvent des candidats qui... Enfin, le but, moi, ma position, c'est d'aider tout le monde, aussi bien le chef d'entreprise que le candidat. Donc, j'aime bien leur donner des petits filons, parce qu'évidemment, je connais l'entreprise, donc on dit attention, faites ceci, faites cela, ça va être apprécié. Ça. Madame, comment je dois m'habiller au premier entretien, etc. Bon. Alors, souvent, je dis, bon, mettez le paquet au premier entretien, après, vous verrez l'entreprise, un petit peu les codes, mais est-ce que je dois mettre un costume, une cravate? Écoutez, la veste, la chemise, parfait. La cravate, pourquoi pas si vous êtes à l'aise. Mais si c'est pas votre personnalité, si vous êtes plus à l'aise sans cravate, allez-y sans cravate. Avant tout, il faut être naturel. Il ne faut pas arriver habillé comme un pingouin parce que vous êtes en entretien d'embauche, quoi. Et il y a des hommes très classe sans cravate, et il y a des hommes peu classe avec une cravate. Franchement, c'est très important, il ne faut pas vous endimancher, soyez vous-même. Eh ben, nous, on porte plutôt bien la cravate ce soir. Écoute, je l'ai sorti, mais tu sais, il y a quelque chose de véritable aussi. Nous, dans le Sud, nous ne portons pas la cravate. Celui qui porte une cravate, il est suspect à Montpellier. Voilà. Et là, je suis venu avec des Parisiens, donc je me suis mis un petit peu... voilà. Mesdames, Messieurs, si vous permettez, Madame et Messieurs les intervenants, on peut poser des questions dans la salle. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Vous avez vu avec quelle réactivité ils interviennent. Prends le micro de Jean-Baptiste. Une intervention, tout de suite, une question. À partir de votre expérience personnelle ou de vos interrogations spécifiques, singulières, ça me paraît fondamental cette histoire. Pendant que j'en profite une chose, ce qui me paraît capital, lorsque vous êtes en train de répondre à une annonce, une offre d'emploi, c'est de partir de l'offre. On en a parlé encore à midi avec le président. Partir de l'offre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez dire, voilà, moi je suis un ancien militaire, je suis plutôt probe, je recherche un emploi tel que le vôtre, etc. Non, non. Vous dites par exemple, moi je suis, vous recherchez un communicant, je le suis au moins pour 3 bonnes raisons. Parce que j'ai les diplômes, parce que j'ai l'expérience, et enfin parce que je partage vos valeurs. Écoutez bien, je partage vos valeurs parce que je crois à la charte de qualité que votre entreprise a sortie. Les diplômes, j'ai ceci et j'ai fait cela. Quant à mon expérience, je lis mission, il faut faire ci, je l'ai fait là, etc. On a parlé du récit de vie tout à l'heure, mais attention au récit de vie. Je veux bien le storytelling, d'accord? Mais que toujours votre propos soit cohérent avec l'offre à pourvoir. Et la dernière chose, c'est que j'ai jamais recruté un candidat. Hein. J'ai jamais recruté, moi ça n'existe pas. Je ne sais pas, tu en connais toi des offres d'emploi pour candidats? Moi quand je recrute un comptable, je recrute un chef de clinique, je recrute un médecin, etc. Et ce sont tous sauf des candidats. Si j'ai un candidat en face de moi lors d'un entretien, il a tout faux. Sophie. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi je vais rebondir avec un seul mot qui est le mot pertinence. Il faut répondre à une offre d'emploi avec pertinence. Il ne faut pas être dans le politiquement correct, je recherche un manager, oui je suis manager. Il faut vraiment être dans la pertinence. Et tout le long, enfin pour ça justement il faut s'entraîner, parce que c'est pas forcément, encore une fois je parle du naturel, donc tout le monde n'est pas pertinent de nature. Moi j'ai une jeune femme là, j'ai un exemple et j'ai trouvé ça génial. Maintenant que je le sais, je trouve ça évident, mais je l'ai trouvée hyper pertinente. Elle a répondu à une offre d'emploi sur un poste à haut niveau quand même, avec de la création et du management. Et le futur employeur, mon premier entretien, deuxième entretien, donc ça monte en puissance, donc c'est plutôt positif. Et ensuite, demande de lettres de recommandation. Et cette jeune femme, donc, a naturellement, comme on le fait tous, fait établir des lettres de recommandation par 2 de ses derniers employeurs. Et elle a fait quelque chose que j'ai trouvé pertinent, parce que moi, personne ne m'a remis une lettre de recommandation dans ce sens. Elle a contacté ses anciens collaborateurs qui lui ont fait une lettre de recommandation en tant justement de son rôle de manageuse. Et j'ai trouvé ça très pertinent justement d'amener à son futur employeur pas uniquement des lettres de ses anciens employeurs, mais également des lettres d'un collaborateur qui l'avait eu en tant que patronne. Et ça, c'est vraiment de la pertinence qui me paraît évidente maintenant, mais je n'ai jamais reçu ce type de lettre de recommandation.
L'impertinence qui frôle l'impertinence. J'avais un ingénieur commercial, et au bout, vous savez, ils se ressemblent tous, et celles des tchatcheurs, etc., sans cravate en plus. Oh là. Et donc, finalement, comme on bâtit nos recrutements selon les mêmes paramètres, à celui-là, je lui dis, si je vous dis que vous commencez lundi, il est comme ça, il dit, je serai prêt. Dans ma tête, je dis qu'est-ce qu'il pouvait répondre de plus, quoi. De toute façon, ça m'apporte peu ce qu'il répond. C'est pour voir sa réactivité, comment il est impertinent ou pertinent, etc. Le suivant arrive, il lui ressemble, c'est son frère, j'ai l'impression de voir le même, et donc je lui pose une question similaire, et si je vous dis que vous commencez lundi, vous savez ce qu'il m'a répondu? Pourquoi attendre? On était vendredi. Ma sacoche est dans la voiture. Je l'ai pris. Aujourd'hui, il est responsable de zone. Vous comprenez ça? C'est énorme. Cette différence, il avait poussé plus loin. Voilà la réflexion. On peut, si tu veux, poser vas-y. Bonsoir, François Vaquier. Alors, ça, c'est pas une question, c'est plus un témoignage. J'ai servi dans la Medter, dans les ressources humaines. Et j'ai eu la chance de croiser Olivier. J'ai fait beaucoup de reconversions, des militaires du rang, des officiers et des officiers généraux pour terminer. Et depuis 8 ans, je suis dans un cabinet de management de transition. Donc j'ai vu aussi l'autre côté de la barrière. Alors j'adhère à peu près tout ce que vous avez dit. Alors, une remarque quand même, je suis aussi un officier sans cravate. Je l'avais ce matin parce qu'il y avait une réunion d'officiers généraux, donc j'ai mis la cravate. Je l'ai enlevé cet après-midi pour venir au bord. Voilà. Donc on s'adapte aussi au contexte au milieu. Alors tout ce qui a été dit, je l'ai vécu des deux côtés de la barrière, du côté de celui qui essaie de favoriser et d'accompagner et d'être le passeur entre guillemets entre le monde militaire et le monde civil. C'est ce que j'ai fait notamment à la Mirvoc. Alors c'était une population encore plus difficile que celle des officiers et a fortiori des militaires du rang sous-officiers. J'adhère à tout ce qui a été dit et j'ai entendu ce discours bienveillant du militaire loyal, fiable. On ne fait pas mieux en termes de qualité personnelle, morale, etc. Mais so what? Qu'est-ce qui se passe derrière? Combien d'officiers ont été recrutés comme manager de transition? Alors on en connaît au moins un avec Olivier, un marin. Bon, c'est celui qu'on met sur la couverture voilà, pour montrer que c'est possible. Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire que je pense que les militaires n'ont pas des prédispositions pour le management de transition. Parce que c'est ce qu'on a fait pendant notre carrière. Pendant 35 ou 40 ans, on a fait des missions. D'abord, le terme de mission nous parle un petit peu quand même. Voilà. Et ensuite, on a fait des séquences de 2 ans. Alors, c'est un peu long pour une mission de transition, mais quand on prend le commandement d'un bâtiment, d'un régiment ou d'une base aérienne, c'est aussi une mission de transition. On arrive dans un cadre, un contexte qu'on n'a pas choisi. On fait un constat très rapide. Et ensuite, on essaye de mener le plan d'action qu'on s'est construit autour de l'image et de le mettre en œuvre et d'aboutir sur des résultats, et délivrer des résultats. C'est le propre du management de transition. Voilà. Sauf, c'est mon sentiment, que la marche est encore plus haute que pour un recrutement classique. Parce que pour un manager de transition, on demande aussi et avant tout une expertise forte. Or, les militaires, on est tous et avant tout des généralistes. On a touché à beaucoup de choses. J'ai fait presque 15 ans de RH dans les armées, c'est pas pourtant que je suis reconnu comme un expert en RH. Voilà. Parce que c'est un monde différent, un monde protégé, comme disait un peu Olivier tout à l'heure, voilà, où il faut se remettre en question et refaire ses preuves. Qu'on arrive aux... D'abord, je voudrais répondre à mon ami Jean-Paul. Tu as raison de questionner l'existence de ces cabinets. Je pense qu'il en faut, et qu'il en faut des différents. Ça a été très bien dit. Et donc la diversité de ces cabinets. En tout cas, il y en a un qu'on doit absolument garder, c'est Défense Mobilité. Il faut aider Défense Mobilité dans son action. Ensuite, le réseau implication, merci et bravo pour ce que vous faites. C'est essentiel. Et il faut sans doute commencer à réfléchir à c'est quoi l'élargissement de votre écosystème. Plus il y aura des gens capables d'agir. Les Gilets jaunes, c'est la France, la vraie France, celle des régions. Allez chercher des implications régionaux, développer le réseau. Il faut être il y a des terroirs différents les uns des autres. On blaguait tout à l'heure en disant on ne porte pas de cravate dans le sud, etc., etc.
Moi, je m'excuse ce soir de ne pas être en cravate parce que c'est le 10e anniversaire. Et il se trouve que ce matin, et je me suis posé la question, que ça c'était mes remugles de vieux militaire, en me levant ce matin, en sortant de ma douche, j'ai dit, putain, ce soir c'est le 10e anniversaire, tu vas être sur l'estrade, ça serait bien que tu sois en costard. Mais il se trouve que j'étais dans un truc un peu déjanté et décalé, à l'heure de midi, et je pense que j'aurais eu des plumes et du goudron si j'étais arrivé costardé comme toi. Donc, finalement, on se costarde comme on veut, de son mieux, et l'essentiel c'est d'être bien dans son costard. Donc on s'en fout des codes dans des sens comme dans l'autre. Et si t'es bien dedans, moi je suis bien dedans, et donc je t'embrasse très fort. Ensuite, et typiquement derrière, c'est quoi la reconversion? C'est être capable de parler à l'autre en s'adaptant à son vocabulaire. Notre métier de militaire nous a appris qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un émir des Émirats ou un chef militaire de l'Ouest Afrique. Toi et moi, on a servi à Djibouti, c'est là qu'on s'est connus il y a bien longtemps, c'est pas les mêmes codes. Et donc, et vous l'avez très bien dit, mon général, de la même façon que il faut être capable de comprendre le vocabulaire de l'autre et de trouver le bon vocabulaire qui va faire la rencontre avec lui. Et ça, vous l'avez très bien dit. Donc, personne ne nous attend. Le marché bouge à toute vitesse. Nous avons des qualités qu'on ignore souvent, parce que l'institution ne nous apprend pas à les mettre en avant. Donc il faut apprendre, et ça a été très bien dit aussi, à les mettre en avant, à se vendre. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Ensuite, il faut, avec beaucoup de détermination, se dire, mais, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit madame, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Parce que quand on kiffe, on fait bien. Alors que quand on se réfugie, la reconversion qui est simplement pour essayer de continuer à avoir un petit train de vie, à exister encore un peu, à être encore un peu reconnu ou visible, elle se passe mal. On est bon quand on va vers ce que l'on aime, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire forcément, ou qu'on rêvait de faire, et si on va vers ça, on se reconvertit bien. Sophie. Alors, moi, pour conclure, j'ai envie de vous dire à nouveau de rester avant tout, restez vous-même, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie, se faire plaisir. Et puis, tout au long de vos actions pour trouver un emploi qui vous apportera du plaisir, n'oubliez surtout pas le bon sens, tout simplement. Et au niveau de ces actions, faites-vous aider évidemment par l'association Implication, qui est, je pense, bénéfique pour chacun de vous, pour vous entraîner. C'est important de s'entraîner, de se regarder dans un miroir, de faire des jeux de rôle, d'en faire même un jeu, je dirais, tout simplement, parce que chercher un emploi, que vous soyez ancien militaire ou civil, chercher un emploi, c'est un job à temps complet. C'est facile pour personne. Vous cumulez deux difficultés qui sont aussi un atout quelquefois, c'est donc justement la carrière militaire, et également, en règle générale, vous faites partie de ce qu'on appelle les seniors. En France, on sait que l'emploi des seniors, aussi bien pour les civils que vous-même, c'est pas toujours simple. Donc là, encore une fois, du bon sens, de la pertinence, et puis de l'envie, parce que votre envie, elle va transpirer devant un recruteur. Même si vous n'avez pas toutes les capacités techniques pour un poste, votre personnalité, c'est quand même ce qui fera la différence entre deux candidats à choisir. Merci Sophie. Un mot, Jean-Baptiste. Oui, alors je reviens sur votre témoignage. Je trouve que c'est une excellente idée, et ça se demandait mais pourquoi il n'y a pas carrément une opéra de les réintégrer plus facilement, mais ça permettra aussi de les recruter plus facilement. Absolument. Ça, c'est un premier point. Je reviens ensuite sur les différences, etc. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Vous mettez votre savoir-être. Moi, je vous engage, plutôt que de faire des CV plus ou moins tous sous la même forme, mettre en avant, ma grille, c'est, il y a toujours 4 axes. Le management, la gestion, la vente et la technique. Vous avez 100 talents. Comment les répartissez-vous dans ces 4 familles? Naturellement. De façon à pouvoir vous dire, voilà, aujourd'hui, naturellement, sur ce sujet-là, je suis naturellement bon. À la rigueur, je ne crains personne. Et ça, même chose, quand vous arrivez, vous passez l'entretien, vous êtes
ok, en management ou en gestion. Alors. Et après la technique, que ce soit pour fabriquer des pizzas ou que ce soit pour réparer des voitures, ça n'est que la technique. Mais réellement, management, gestion, vente, technique, j'aimais sans talent, sourire. En entretien, il faut être détendu. Faites-le avec enthousiasme et détendez-vous, parce qu'on a besoin de gens détendus. Voilà, donc rien n'est dramatique, et des choses dramatiques, vous en avez vécu plein dans l'univers militaire, donc le monde civil est moins dramatique. Je continue on appelle ça la martothérapie chez vous, mais le réseau, les civils. Je ne sais pas si Implique Action rencontre et réseaute avec des réseaux de civils sans arrêt, il faut continuer à le faire, parce que c'est eux qui vous donneront les clés. Hein. On a parlé de code, oui. Je pense que c'est ça le sujet. Et pour revenir sur ce que je connais un peu plus, donc le management de transition, ce sont des experts, certes, mais il y a aussi des généralistes. Et être un patron d'une agence, d'une clinique, c'est un généraliste. Être un patron d'une agence qui emploie, qui est dans la restauration, c'est être généraliste de votre profil. Donc il y a un mapping aussi intéressant, parce qu'il y a des sociétés civiles, des sociétés dans le civil, qui convergent exactement avec vos profils. Très important, le sourire. Quelqu'un qui est à l'aise dans son métier n'a pas besoin d'apparaître grave pour être pris au sérieux. Pouf. Candidat suivant. Quelle forte parole. Je suis pas candidat, j'ai été aussi en Escole, donc j'ai aussi entendu ces phrases et ces idées-là. Il faut s'en sortir, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme les gens qui improvisent. Il faut se préparer et oublier qu'on s'est préparé. Il faut s'adapter, on change les choses. Il faut quand même prendre un angle, ce que les journalistes appellent un angle, c'est-à-dire c'est quoi mon point fort en rapport avec mon projet et éventuellement en rapport ensuite avec le poste si c'est un poste. Sauf que manque de bol, c'est quand même beaucoup de marché caché de l'emploi. Pour ça, je me pose quand même la question essentielle de savoir si le CV, ça sert à quelque chose. J'aime bien cette idée de faire un CV qui ressemble à quelque chose que j'appelle une biographie, c'est-à-dire une série de réalisations probantes, on l'a expliqué, qui peuvent être quantitatives et ou qualitatives. Je crois que le quanti ne suffit pas quand on n'est pas localiste, il faut qu'on sente derrière qu'est-ce qui fait que quelles actions, quelles compétences, quels comportements, quelle manière de faire ont permis de développer ces résultats-là. Alors, maintenant, est-ce qu'on a la chance qu'un humain lise le CV? Le problème est que quand même, c'est d'abord les machines qui lisent les CV, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui filtrent, etc. Je suis méchant là, je provoque un petit peu. Voilà. Non mais bien sûr, là, sur ces postes-là. Donc, on peut avoir une chance de... Donc, moi, je conclurai simplement sur la cohérence, effectivement, et la flexibilité. La flexibilité, c'est-à-dire, on prend un angle d'attaque par rapport, effectivement, à un projet donné que j'ai sur une cible qui m'intéresse, à un type de poste ou de métier qui m'intéresse, et ça peut changer, ça peut varier. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, mais je ne présente pas tous mes paniers. Qui est résumé dans mon résumé le plus intéressant par la partie CV qui fait chez tout le monde sur LinkedIn, mais la partie, effectivement, rédigée, qu'on comprenne la chose, il faut que ce soit cohérent. Sinon, il y a un hiatus. Absolument. Merci Patrick. Un CV ne vaut rien, mais rien ne vaut un CV. Je voudrais en conclusion, si vous permettez, Madame, Monsieur, à Sophie, vous donner la conclusion du général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées, au colloque du MEDEF 2019. Le colloque s'intitulait « Recruter des blessés des armées dans les entreprises ». Il disait ceci: le militaire est quelqu'un qui accepte une mission extraordinaire, quelqu'un qui accepte de donner la mort sur ordre au risque de sa propre vie. Ce métier au service de la collectivité est forcément une vocation qui entraîne 4 exigences. L'exigence du collectif, de la fraternité, de la discipline et surtout l'exigence de sens pour comprendre et accepter sa mission. Dès lors, poursuivait-il, le soldat qui se sépare de l'armée est en quête de sens et il va chercher dans l'entreprise un même sens. Eh bien, c'est précisément ce sens qu'Implique Action vous aide à trouver. Ça, c'est moi qui le rajoute. Merci, madame. Merci, amiral. Merci, Jean-Marie. Merci, Henrik. Merci, Patrick. Merci. Je voudrais que nous applaudissions. Avant, c'est pas fini. On va procéder à une belle signature. Que nous applaudissions grandement, s'il vous plaît, Jean-Michel Levesque, sans qui tout cela ne serait possible.